On accueille maintenant Thomas Milanez. Il va vous expliquer notamment d'utiliser l'approche artistique et culturelle pour arriver, peut-être même un peu de façon involontaire, mais vous allez nous l'expliquer, sur un aménagement, effectivement, d'espace. Donc Thomas, vous êtes responsable artistique de la compagnie Mélo Canton, une compagnie d'ancienne, je crois. On vous accueille avec joie à Metz, en toute inclusivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer comment vous êtes, peut-être bien malgré vous, tombé dans ce volet de l'aménagement, ou peut-être même totalement volontaire? Merci, bonsoir à tout le monde. Il n'y a pas trop froid, moi je suis gelé, mais je suis le dernier, donc ça va aller. On va bientôt manger des canapés. Oui, bientôt. En espérant qu'il soit chaud. Merci beaucoup pour votre invitation, qui effectivement fait sens avec les pratiques qu'on a. Je vais être très concis finalement, puis vous verrez qu'on va passer un petit film qui va parler bien mieux que moi et qui sera très très court. Donc rapidement, Mélo Canton, alors on dit Mélo Canton, pardon, ça veut dire aucun problème, personne ne le sait. Ça veut dire pêche en espagnol, et donc voilà, le parcours c'est vraiment celui d'une compagnie artistique dans le spectacle vivant, donc avec le fonctionnement, on va dire, classique d'une compagnie, avec de la création de spectacles et puis la diffusion de ces spectacles-là. Alors nous on a la chance je dis nous pardon, parce que je ne suis pas tout seul évidemment, je suis tout seul ce soir, mais quand je dis nous c'est l'équipe. On a la chance de vivre que de nos créations depuis vraiment longtemps. Voilà, le rayonnement, c'est en gros la région Grand Est, et puis quelques incursions nationales avec quelques spectacles selon. Et puis, le gros du travail de la compagnie, c'est autour de l'identité culturelle. Alors, la culture au sens large, c'est-à-dire que appréhender, pour nous, l'art, c'est une manière d'exprimer la culture. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est important. Et donc cette compagnie, depuis à peu près 5 ans, on a fait un petit pas de côté, parce que je commence à être un peu vieux, et d'une certaine manière dans le métier, c'est-à-dire 30 ans de spectacles, de tournées partout, et puis les histoires de transition écologique évidentes, le changement de nos sociétés aussi m'a amené, je ne suis pas tout seul, à reconsidérer peut-être un peu en profondeur nos façons de faire. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux plus partir à Bordeaux, faire un aller-retour pour jouer juste un spectacle et revenir, ce que j'ai fait pendant des années, évidemment, comme beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ça a moins de sens, donc essayer de repenser le travail de manière plus locale, ce qui est aussi difficile parce que nous, on vit avec le plus possible de programmateurs, donc ça veut dire repenser différemment. Et donc voilà, création, diffusion de spectacles, des commandes, et puis des actions de territoire, des résidences de territoire. Dans nos métiers, un territoire, ça va du quartier jusqu'à une interco, et sur un temps alors plus ou moins long, en général au moins 3-6 mois, voire beaucoup plus. Et c'est au fil de ces résidences qu'effectivement, on a décidé de prendre un axe fort, qui est d'essayer d'articuler la dimension artistique avec le lien social et surtout la transition écologique. Et la transition à travers des projets extrêmement concrets. Et pour nous, c'est intéressant puisque tout notre travail, c'est d'être le plus créatif possible, d'inventer des imaginaires, de les faire partager, et donc d'essayer de tirer un pont avec des chantiers très concrets autour de la transition. Ça nous paraît très intéressant, et justement en termes d'aménagement et de rencontre avec la population. Donc, j'enchaîne. Enchaîner, oui. Pour nous, ça s'est traduit dès 2019 avec une résidence d'expérimentation qui était portée, c'est un dispositif qui n'existe plus, par la région Grand Est. Et on a eu la chance d'être financé pendant 3 ans pour vraiment inventer. Et entre-temps, j'étais entré un peu dans une dimension théorique que sont les droits culturels. Peut-être que ça parlera à certains, je peux résumer très rapidement. Je disais sur l'expo à côté que il y avait des évocations de la loi NOTRe de 2015. Oui. Les droits culturels ont été votés et donc affirmés de manière claire dans cette loi NOTRe. Pour le dire rapidement, du point de vue des arts et de la culture, depuis Malraux, la création des MJC, des théâtres nationaux, etc., tout ça est formidable, je ne hiérarchise pas. On était dans une politique de démocratisation, c'est-à-dire comment quelque chose de descendant, où les artistes allaient plutôt, à travers des ateliers, etc.,
montrer leur savoir et puis le faire partager avec des participants. Les droits culturels posent plutôt l'idée de dire que chacun, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, a le droit d'exprimer sa culture et de participer à la vie culturelle d'une manière générale. Pour nous, artistes, pour nous, c'est une reconsidération qui est vraiment importante. Donc c'est une approche plus horizontale, plus transversale, et qui va aussi renvoyer à quelque chose de pluridisciplinaire. Donc là, du coup, j'en reviens au fait, à travers cette résidence qu'on a appelée Après la mer, qui s'est passée dans le Val de Fetch, donc tout près d'ici, notamment à Uckange et à Nilvange, j'ai monté une équipe complètement pluridisciplinaire pour essayer d'expérimenter justement les droits culturels, c'est-à-dire comment entre nous, déjà, on allait réussir à faire valoir nos propres disciplines, nos propres cultures au service d'un projet commun. Et donc concrètement, Camille, qui est architecte et plasticien, Caroline, qui est paysagiste et plasticienne aussi, un Thomas qui lui est vidéaste et aussi plasticien, il y a un paquet de plasticiens, et puis moi plus sur la dimension, je m'appelle Thomas aussi par bruit, plus sur la dimension spectacle vivant. Et donc cette résidence était une équipe artistique sur un territoire, donc là en l'occurrence le Val de Fetch, et puis des structures pour accueillir. À Nilvange, tout le monde connaît, je pense, c'est le Gueulard Plus, donc la scène musique actuelle, et à Uckange, le Creuset, qui est un centre social, avec une très très forte implication aussi au niveau des arts et de la culture. Et donc pendant 1 an et demi, on a expérimenté énormément de choses, beaucoup dans la rue, avec des méthodologies pour être le plus inclusif possible, parce que toute cette idée-là aussi qu'on développe, pour les gens qui travaillent peut-être dans la culture, on travaille souvent avec ce qu'on appelle, je déteste le terme, des publics captifs. C'est-à-dire, on va faire un atelier à un moment avec, je sais pas, les enfants de l'école, des personnes qui se sont inscrites quelque part. Nous, on a une démarche qui essaye de toucher les gens différemment à travers différentes méthodes, je pourrais peut-être y revenir. En tout cas, on a passé à peu près 2 ans à dresser un peu un portrait sensible du territoire, c'est ça notre façon de faire, donc se promener, arpenter, observer, fabriquer des contenus artistiques à partir de ça, et les retransmettre en aller-retour avec les habitants pour qu'il y ait petit à petit la construction d'un récit commun et qui soit très concret. C'est-à-dire, il y a toute la partie spéculative qui relève de l'imaginaire et du sensible, mais aussi des chantiers très concrets. C'est ça qui nous a conduit à créer justement un jardin-forêt dans un... Peut-être que maintenant lancer le film. On peut passer le film. Donner, voilà. En tout cas... Alors une version courte du film, oui. Une version plus longue, le temps nous manque, mais voilà, on met des images sur ce que vous avez. Alors voilà, nous, c'est Mélocoton, une compagnie basée en Meurthe-et-Moselle, à Nancy. En septembre 2019, on a eu cette chance épatante de mener une résidence longue en Moselle, dans le Val de Fetch. Spectacle, cartographie, art plastique, films d'animation, photos, vidéos, construction, parcours, land art, musique, on a tout mélangé. Tout a été inspiré par notre rencontre avec les gens, les lieux, les histoires qu'on nous a racontées. Comment, tous ensemble, avec notre machine à poésie, on pourrait fabriquer un autre regard. Beaucoup n'ont pas la chance d'avoir de jardin dans le quartier. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative et de montrer aux enfants comment que ça pousse. La plupart, ils pensent que ça pousse dans les supermarchés. Le changement climatique, on pensait toujours que c'est des choses qui arrivent demain, etc. C'est plus vrai aujourd'hui. Je trouve l'initiative très bien. Le fait est qu'on y participe et que ce ne soit pas, par exemple, le Creuset ou bien vous qui le faites tout seul, c'est super. De vous sentir autour de nous avec vos langages artistiques, avec votre façon d'aborder les choses, votre poésie,
ça crée comme un effet miroir comme ça. Et je trouve que ça autorise chacun aussi à se livrer différemment et à participer différemment. Vous êtes arrivé, c'est-à-dire que tiens, les habitants sont là, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les associer à des créations? Et puis on voit derrière moi justement le travail qui a été fait avec les habitants. Hein, et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de dégradation. C'est-à-dire que le quartier s'est approprié cet endroit, il a construit ce jardin qui va être poursuivi par la plantation d'arbres, par une petite forêt, je veux dire. Et ce qui m'a fasciné, c'est que des gens d'autres quartiers de lotissement, hein, qui n'est pas ici. L'autre soir, quand je suis venu, il y avait des gens de lotissement qui étaient là et qui se sentaient apaisés, qui se sentaient bien. Donc le fait de pouvoir mêler une population qui ne se voyait pas trop avant, ben, c'est une réussite pour tout ce qui a été fait ici. Comment vous avez réussi à embarquer tout le monde? C'est vraiment une aventure et on voit que c'est une vraie réussite. Comment vous avez réussi à embarquer tout le monde dans ce magnifique projet? Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites ce soir qui correspondent exactement à notre façon de faire, c'est-à-dire l'observation, l'écoute. Le principe général pour nous, c'est d'arriver le plus possible en essayant de comprendre très très vite la dynamique d'un territoire et où sont les forces vives pour qu'on puisse être efficace. C'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais qui va aussi permettre de trouver la résonance avec le territoire. Et que nous, on trouve la respiration de ce territoire-là. Et c'est pour ça que le fait de créer sur place et de partager ça en permanence avec les habitants, moi je parle plus public, je parle vraiment d'habitants et d'habitantes et de participants, et d'enrichir mutuellement va permettre un ancrage qui va du coup permettre d'identifier aussi les besoins. Et je rejoins complètement ce qui a été dit avec cette réflexion autour des besoins, des demandes, et puis de ce qui va émerger dans le fait de faire ensemble. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait, alors là en l'occurrence à Ucange, le parc de l'Horloge, donc là on est dans un quartier ouest, hein, le quartier ouest d'Ucange qui est un quartier prioritaire, avec ses difficultés, je ne vais pas m'étendre dessus, avec une population aussi particulière, parce que moi je viens de ces coins-là en plus, petit-fils d'immigrés, c'est un espace vraiment particulier, tout ce coin-là du lac de Felch, avec des populations qui étaient quand même dirigées, c'est peut-être fort, mais en tout cas voilà quand même, et puis avec des mouvements de population qui ne se sont jamais arrêtés alors que l'industrie se modifie, donc c'est aussi vraiment des parcours particuliers. Et du point de vue locatif et de l'aménagement, c'est ce qui s'est passé. Le parc de l'Horloge est né de, je n'ai pas les termes que vous avez, mais d'abattage des grands immeubles, des grands ensembles, et pour être remplacés par des lotissements bâtigères, là-bas en l'occurrence, ou des plus petits bâtiments. Et donc, ce parc qui a été créé toute pièce finalement sur de la terre de remblai, hein, il n'y a à peu près rien qui pousse. Du parc, il y a encore, quand on discute avec les habitants, il y a encore le souvenir des fameuses tours de l'Horloge, ça s'appelle comme ça, des immeubles. En fait, même si les gens ont pu accéder à l'habitat individuel, ou en première idée, on pourrait se dire que c'est mieux ou quoi, beaucoup regrettaient. Parce qu'il y avait aussi tout un pan de la vie sociale qui avait disparu avec ce changement d'habitat. Mais je n'ai pas d'avis sur la question, c'est juste ce qui a été évoqué, mais ça rend les choses vraiment passionnantes de ce point de vue-là. Et donc, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est un endroit qui s'appelle de convergence, qui est peut-être un terme d'urbaniste, ça, où il y a des usages, des gens qui gravitent, un endroit qui est utilisé, et d'autant plus, l'idée du jardin-forêt est venue en fait juste après le Covid. Parce que on a démarré la résidence en septembre 2019, et donc un an et demi après, en gros, c'est ça, je ne suis pas fort avec les dates, mais
on attaquait les premiers confinements, etc. Et donc beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants devaient repartir en Afrique du Nord pour les vacances, parce que là-bas la population, voilà, on a à peu près 90% dans ce quartier ouest, de personnes qui ont encore des racines ancrées au Maghreb. Et cette année-là, ça n'a pas été possible. Et donc, il y a eu une concentration dans le parc de l'Horloge où les gens se sont appropriés un peu différemment, d'une manière encore plus intense peut-être que d'habitude. Et en plus, c'était à la canicule. Donc c'était très intéressant parce qu'on a vécu avec eux cette expérience d'être dans un endroit où il n'y avait aucun espace de fraîcheur, parce que tout le quartier ouest est extrêmement bétonné, où il n'y avait pas d'espace de fraîcheur, où il n'y avait pas d'espace d'intimité non plus, parce que pour des raisons de sécurité, finalement, il y a des arbres en bordure, mais c'est un parc qu'on voit à 300 mètres. C'est bien aussi pour surveiller les gosses, mais voilà, malgré tout. Et puis, un véritable espace de vie. Et donc, pendant le confinement, je me rappelle avoir entendu que des gens commençaient à avoir faim. Et voilà, l'idée du jardin est venue, et un de mes camarades, Thomas, qui lui a aussi une formation de paysagiste, a lancé l'idée du jardin-forêt, ce qui était très intéressant. Je ne rentre pas dans les détails du jardin-forêt, mais avec la dimension étagée, de densité, de multiplicité d'espèces, et aussi de force symbolique très forte par rapport à ce qu'on pouvait faire comme parallèle avec la population. Et la manière de vivre ensemble et de cohabiter de manière concentrée et avec des espèces, on va dire comme ça, qui se nourrissent les unes des autres, et à l'inverse de monoculture, avec des champs de blé bourrés de rentrants. Ça peut faire un parallèle comme ça. Donc c'est né de cette façon-là, et les habitants ont été associés dès le début de la présentation de ce qu'est un jardin-forêt pour juger en fait. Et les gens ont été emballés, et donc dès le début, du premier coup de pioche, du premier semis, les gens ont fait avec nous. Mais nous, notre entrée, elle était artistique, on reste une équipe artistique, donc tout ça a été accompagné de spectacles, de petites créations in situ, etc., pour en fait travailler l'appropriation. Le fond, il était là. L'artistique devenait presque, d'une certaine manière, aussi un prétexte pour que les gens s'approprient cet espace, qu'on ait été le premier maillon de la chaîne, qu'elle se constitue, et qu'en se retirant, le parc et ce jardin, forêt, continuent à vivre. C'est d'avoir réussi à renverser cette contrainte qui a été la crise sanitaire en opportunité et en mobilisation de la population. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc on est face à une méthode qui marche. Qu'est-ce que ça, dans votre métier ou dans votre appréciation, dans votre logique, puisque vous avez effectivement fait la transition écologique comme ça, un moteur, c'est quoi la suite? Comment vous vous projetez? En fait, c'est devenu vraiment le moteur, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, déjà par rapport au parc, si on veut rester dans la thématique de ce soir, ce qui était intéressant, c'est que ça a aussi créé de nouveaux usages. Et ce jardin-forêt, si on enlève, en tout cas si je mets de côté la dimension espace de fraîcheur, parce qu'il y a eu 200 végétaux plantés, une soixantaine d'arbres, donc déjà il n'y a pas eu de dégradation depuis le début, alors que pendant... je ne vends pas de rêve ni d'angélisme, mais en tout cas, je pense que le fait que les gens aient été en permanence acteurs a quand même fait que... Soit approprié. Oui, il n'y a vraiment pas eu de destruction, alors que franchement, en un quart d'heure, on peut tout détruire. Il suffit d'un petit bidon d'essence et de 3 coups de pied. Non, mais c'est intéressant parce que justement, il y a eu aussi les émeutes de juin 21, je crois. La PMI à 500 mètres a été brûlée entièrement. Et le jardin, le chantier, le jardin n'a rien eu. Et donc ça, c'est quand même des signaux forts. Et donc je parlais des usages. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Il faut dire que le centre social sur place est extrêmement actif. Ça ne pourrait pas marcher sans ça, parce que nous, on n'est que de passage. On a juste été initiateurs et on a travaillé l'appropriation.